Elle a 40 ans, elle a écrit les discours du Premier ministre pendant 3 ans avant de devenir en 2012 attachée culturelle à l'ambassade de France au Royaume-Uni. En 2014, elle rejoint Alliance France et en 2016, elle y crée la direction de la RSE. Elle est aujourd'hui directrice de la RSE, de la marque et de la communication. Alors Alliance, vous connaissez forcément, c'est le numéro 1 mondial de l'assurance. En France, c'est près de 6 millions de clients, 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires et près de 10 000 collaborateurs. Elle a créé la raison d'être de l'entreprise, développé l'arrondi sur salaire au profit d'associations. Elle pilote la transition énergétique du groupe et la politique d'engagement des collaborateurs. J'ai le plaisir de recevoir pour ce premier podcast dédié à la RSE une dirigeante vraiment engagée, Marie-Doa Besancenot. Bonjour. Bonjour Claire. Alors merci d'avoir accepté mon invitation. La première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que ton caractère engagé fait partie de ton ADN ? Est-ce que c'est un fil conducteur de ta carrière finalement ? Ou est-ce qu'il est apparu en prenant la direction RSE du groupe Alliance ? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été en toi ou est-ce que c'est venu avec le temps ? Non, bien sûr, ça a toujours été en moi et j'ai été formée par des expériences diverses dans le service public. D'abord en tant qu'enseignante, des métiers qu'on appelle à vocation, ensuite en politique, ensuite en travaillant au rayonnement des artistes français à l'étranger. Autant de métiers où on se pose en permanence la question de l'intérêt général. Et c'est vrai que quand j'ai rejoint Alliance en 2014, c'était ma première expérience dans le privé. Et spontanément, j'ai continué à rechercher ce lien avec l'intérêt général ou l'utilité sociale, disons, des différents métiers de l'assurance, parce que c'est un ensemble de métiers. Et donc, au bout d'un an et demi, mon PDG m'a autorisé à mettre en place une équipe RSE pour formaliser l'ensemble des engagements environnementaux et sociétaux que l'entreprise avait déjà, et puis les déployer et surtout embarquer les collaborateurs. D'accord. Et alors, du coup, je rebondis là-dessus. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de direction de la RSE auparavant. Et se pose souvent la structure de la RSE au sein des entreprises, c'est souvent éparpillé. Il y a une partie ORH, une partie parfois au sein d'une direction RSE, une partie fondation qui peut être ailleurs aussi, une partie obligation légale. Du coup, comment ça se passe chez vous ? Ça s'est fait par étapes et c'est vrai que la question de la gouvernance, elle est primordiale et elle a été assez évolutive. Moi, j'ai eu la chance du coup d'avoir un poste de grande proximité avec un PDG qui était très engagé. Et surtout, il avait une vision qui était que la révolution de la RSE, pour lui, était au moins un bouleversement au moins aussi important pour le business que la révolution digitale. Et ça, il l'a beaucoup martelé auprès des collaborateurs. Et c'est vrai que ça m'a permis, pendant un certain nombre d'années, d'avoir une petite direction RSE très resserrée, rattachée directement à la direction générale, qui nous permettait d'avoir assez rapidement des cartes blanches pour avancer, craquer des sujets, monter des groupes de travail ad hoc, etc. D'accord. Et donc, tu parlais de l'engagement des salariés. On sait que c'est une clé indispensable pour réussir sa politique RSE, de mon point de vue en tout cas, pour avoir occupé aussi ce poste-là. Je disais tout à l'heure, vous êtes près de 10 000 salariés chez Alliance, donc c'est énorme. Comment est-ce que tu arrives à les embarquer dans la politique RSE ? Qu'est-ce que tu as mis en place concrètement ? Est-ce qu'il y a du mécénat de compétences ? Est-ce qu'il y a une plateforme d'engagement ? Qu'est-ce qui fonctionne ? Je dirais pour la RSE, il y a deux grandes missions. Il y a conquérir les esprits et conquérir les cœurs. Conquérir les esprits, je dirais que c'est un cheminement qui s'est fait vraiment sur 5 grandes années. C'était vraiment d'installer la RSE au cœur de la stratégie de l'entreprise. Donc ça, c'était un travail de structuration, également de gouvernance si on veut, qui consistait d'abord à rechercher comment est-ce qu'on a l'impact le plus fort, le plus visible, pour que ça parle. Ensuite, il y a eu un petit moment d'état des lieux où on s'est dit que ça n'allait pas assez vite par rapport à ce qu'on avait naïvement imaginé au départ. On avait du mal à traduire la RSE dans les produits, on avait du mal à embarquer l'ensemble des collaborateurs. En dehors d'un réseau de référents RSE qu'il y a un peu partout dans les entreprises, il y a toujours des gens motivés qui fonctionnent comme des relais. On s'est dit que ça suffisait pas au bout d'un moment. Et c'est vrai que pour embarquer, encore une fois, grâce à un PDG très, très motivé, on a misé sur l'intelligence collective. Donc c'est passé beaucoup par des hackathons. En un sens, on a peut-être à un moment donné ralenti la feuille de route pour passer par une vraie phase d'acculturation qui a duré un certain nombre de mois, où on organisait des hackathons internes dédiés à la RSE, des hackathons inter-entreprises auxquels on participait pour aller saisir les bonnes pratiques qui se faisaient ailleurs. Et puis ensuite, un grand travail sur la stratégie de l'entreprise où on a proposé aux collaborateurs de participer, avec notamment un grand
travail de mise en commun des idées qui a duré 3 mois avec 300 collaborateurs, jusqu'à ce que ce soit gravé dans le marbre dans un plan stratégique. Donc ça, ce que je décris, je dirais que c'est la façon de conquérir les esprits, de faire en sorte que chacun, à travers son métier, à titre professionnel, se sente concerné par la RSE. Et après, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'un deuxième effort parallèle pour gagner les cœurs et montrer à chacun que, même à titre personnel, en tant que citoyen, en tant que personne engagée dans une association à l'extérieur, ça, c'est aussi valorisé en interne. Et donc ça, c'était un grand travail pour structurer l'engagement de l'entreprise et permettre, sur le temps de travail, aux collaborateurs de pouvoir se rendre utile. Donc ça s'est fait à travers la constitution d'un grand catalogue qu'on a appelé la plateforme de l'engagement. Donc on a vraiment rassemblé sur un site unique tous les différents formats d'engagement qu'on proposait à nos collaborateurs. Il y en a beaucoup qui relèvent du mentoring, du mentorat, des choses qu'ils peuvent faire à l'heure du déjeuner, sur le temps de travail, à distance même. Mais il y en a aussi qui sont plus immersifs. Il y a des choses avec Planète Urgence, qui sont des congés solidaires. Il y a l'arrondi sur salaire, bien sûr, qui ne demande pas de temps, mais qui demande un geste symbolique. Et donc, toutes ces offres-là, on les enrichit en permanence et elles viennent en complément des initiatives de l'entreprise. Oui, d'accord. Donc, tout le monde peut trouver son bonheur. Il y a on toutes l'espère. les thématiques. Et vous travaillez avec un partenaire, cette plateforme d'engagement? Alors, sur la plateforme de l'engagement, elle est issue de la plateforme de Microdon, qui était celle qu'on utilisait pour l'arrondi sur salaire. Et puis, on a, dans la foulée, organisé une grande journée annuelle qu'on appelle la journée de l'engagement, qui est offerte aux salariés qui, du coup, s'engagent à aller contribuer à une des missions qu'on a présélectionnées pour eux. Et ça, on le fait avec Coeo. D'accord. Très bien. Donc, on a parlé de l'engagement des salariés. Une autre clé, selon moi, de la réussite de la politique RSE, c'est de réussir à la décliner en région. Trop souvent encore, la politique RSE reste au niveau du siège et n'irrigue pas assez les territoires. Je me demandais ce que vous faisiez. Vous avez 2500 agences, 6500 conseillers sur le territoire. C'est vrai. Comment est-ce que tu déclines cette politique RSE au niveau local? Est-ce que tu as des relais? Est-ce que tu as des délégués régionaux au sein des territoires qui sont ambassadeurs de cette politique RSE? C'est tout à fait ça. C'est vrai que de même qu'on a vraiment consacré du temps et de l'énergie à une acculturation interne, la prochaine étape, c'est clairement les parties prenantes. Donc, pour nous, c'est le réseau des agents généraux. Donc, on a un réseau de commerciaux salariés qui sont les conseillers. Puis, on a un réseau qui est celui des agents généraux, qui est extrêmement important puisqu'on a vraiment la deuxième empreinte locale en France avec 2500 points de vente, en effet, comme tu le disais. Et c'est des sujets qu'on a beaucoup discuté avec les ONG aussi, qui nous disaient, certes, les dirigeants, le reporting, tout ça est très, très bien en place, mais comment est-ce que les engagements de l'entreprise peuvent être défendus, valorisés et expliqués par le conseiller ou par l'agent général qui est directement en face du client. Donc ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a beaucoup travaillé à sensibiliser nos agents généraux en leur proposant de s'engager dans une démarche de labellisation de leur propre agence, parce que c'est un entrepreneur, un agent général avec des collaborateurs, une labellisation qu'on a travaillée avec l'AFNOR, de manière à ce que ce soit indiscutable. Et donc, notre rêve, c'est évidemment d'arriver à avoir le premier réseau d'agents généraux entièrement labellisé RSE. Et on est en train d'atteindre les 500 agents certifiés, donc on en est vraiment très fiers. Donc, ça consiste en quoi? Ça consiste en un autodiagnostic sur les différents volets de la RSE, que ce soit social, la formation des collaborateurs, le bien-être des collaborateurs, mais aussi tout ce qui est sobriété énergétique, ce qui est évidemment complètement dans l'air du temps. Oui, dans l'air du temps. Et sinon, c'est vrai que ce qu'on fait, c'est qu'on travaille aussi les produits pour qu'eux puissent assez facilement expliquer aux clients en quoi est-ce que ce produit est plus responsable qu'un autre. Donc, c'est aussi un grand travail de pédagogie. Alors, du coup, ça me fait une transition parfaite puisque j'allais entrer un petit peu dans les secteurs dans lesquels Allianz s'engage. Comme tu le disais, on parle beaucoup d'environnement et on n'a jamais autant parlé de sobriété énergétique. Quelles sont les mesures concrètes que vous mettez en place pour réduire votre impact carbone, pour encourager vos clients dans cette démarche? Et par exemple, est-ce qu'il existe un élément environnemental dans la tarification des contrats d'assurance automobile? C'est un exemple parmi d'autres. Alors, aujourd'hui, il n'existe pas encore d'éléments de tarification liés au carburant lorsqu'on assure une auto. En revanche, on peut faire des choses de manière indirecte. C'est-à-dire qu'on peut encourager la révolution des usages en rendant, par exemple, les véhicules hybrides accessibles à un tarif
préférentiels en termes d'assurance. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire, tirer vers le haut ceux qui déjà s'engagent dans une démarche responsable, si on veut dire, avec leur véhicule. Et sinon, on a des offres, évidemment, qui peuvent encourager les usages multimodaux. Par exemple, on encourage les petits rouleurs. On a des offres dédiées aux petits rouleurs qui n'utilisent leur voiture que lorsque c'est vraiment nécessaire. Mais c'est vrai que c'est un sujet auquel on réfléchit. On a fait un pilote l'année dernière avec les collaborateurs, à la fois sur leur véhicule de fonction et puis ceux qui souhaitaient s'engager dans leur véhicule personnel, avec WeNow, pour voir comment est-ce que, en effet, leur conduite pouvait impacter sur leur consommation et la rendre éco-responsable. Donc, c'est des choses qu'on teste un peu sur nos collaborateurs, mais à terme, c'est des choses qu'on aimerait aussi embarquer pour le client. D'accord. Et donc on parle beaucoup d'environnement justement. La RSE, c'est aussi le social, c'est aussi le sociétal. C'est le S de RSE. On a un petit peu tendance à l'oublier en ce moment. Qu'est-ce que vous avez comme partenariat, comme initiative autour d'une cause particulière? Est-ce que vous avez un cheval de bataille? Alors, historiquement, de par le métier d'assurance et de par les produits qu'on vend, on a un lien très connexe à la santé. Donc, Allianz a une fondation avec l'Institut de France depuis plus de 35 ans qui est dédiée à la recherche médicale. Donc, chaque année, il y a un lauréat doté d'un prix assez conséquent sur des sujets qui sont des sujets de bien vieillir et des sujets de santé publique comme les maladies cardiaques, etc. En dehors de ces sujets de santé, c'est vrai que ça rejoint la question de l'engagement qu'on évoquait. Tout au long de l'année, on embarque nos collaborateurs dans des courses solidaires. Donc, on a un partenariat maintenant qui date déjà de 4 ans avec l'Institut Curie, qu'on est en train de prolonger. Donc, on a des courses solidaires avec la course de la Jonquille et on est très fiers d'être déjà depuis 2 ans l'entreprise qui performe le mieux en termes de kilomètres et de collaborateurs mobilisés. Cette année, on va encore un peu plus loin en lançant, d'ailleurs on l'a lancé avant-hier, cette opération, toujours avec l'Institut Curie pour lever des fonds dans le cadre de Octobre Rose. C'est des choses qui parlent énormément à nos collaborateurs. Donc, on les multiplie tout au long de l'année. Après, on a des partenariats qui relèvent beaucoup du mentorat, je l'évoquais, et la grande thématique d'Allianz, c'est vraiment celle de l'insertion par l'emploi. Donc, on a des partenariats un peu historiques avec nos quartiers ont du talent, qu'on a complété cette année avec Chemin d'avenir pour adresser aussi un public issu de la ruralité et pas uniquement des banlieues. On a un partenariat depuis assez longtemps aussi avec l'ADI, également sur le retour dans l'emploi par l'entrepreneuriat. Et on a, alors plus récemment aussi, embarqué nos agents généraux à travers un partenariat culturel, donc qui est une nouveauté pour Allianz, à travers la sauvegarde du patrimoine français, l'association pour la sauvegarde du patrimoine français, qui vient en soutien au petit patrimoine local, et on a pensé que ça correspondait à la réalité de nos métiers dans les territoires. Et Allianz est également très engagé dans le domaine sportif. J'ai vu, vous êtes partenaire des JO 2024. Oui. Pour toi, quelle est la place du sport au sein de la politique RSE? En quoi est-ce un levier RSE? Alors, c'est un grand sujet. Ouais. Le sport chez Allianz, il n'est pas venu par le biais de la RSE, il est venu par le biais de la marque, puisque c'est une politique de visibilité. C'est un pari qui est fait d'entrer dans le classement select des 25 marques mondiales les plus visibles de Interbrand. Mais c'est une vraie question qu'on se pose. Comment est-ce qu'on fait pour que nos engagements dans le sport et nos engagements dans le domaine de la sustainability en général se rencontrent à un moment donné? Il y a 3 manières de le faire, je pense. La première, la plus logique pour nous, compte tenu de nos métiers, c'est sport et prévention. C'est vrai qu'on vend des produits qui relèvent de l'assurance santé. Ça a du sens de faire une place au sport, et c'est quelque chose qu'on promeut, par exemple, avec le sport sur ordonnance, qui a fait l'objet de toute une campagne de presse en 2020. Le deuxième volet, c'est sport et inclusion. C'est quelque chose qu'on faisait déjà, mais qu'on accélère dans la perspective de Paris 2024. Ouais. Donc, on soutenait déjà, par exemple, le Stade niçois, qui est une des grandes écoles de rugby, avec des programmes dédiés à l'insertion et à la mixité, qu'on soutenait un peu historiquement. L'Asvel aussi en basket. Et là, on vient de signer un partenariat avec Sport dans la ville, dans la même logique. Et on rejoint la logique RSE de Paris 2024, qui est celle de la Legacy. Et donc là, par exemple, on contribue à financer les infrastructures sportives dans le 95, qui vont évidemment durer au-delà de Paris 2024. Oui, le sport, c'est un vrai facteur d'insertion, effectivement. Et pour rester sur cette thématique du sport, il y a une polémique autour du boycott de la Coupe du Monde de foot. Je voulais avoir ton avis sur cette question.
Alors, on n'est pas associé à ce projet-là. Mais je répondrais peut-être en creux que ce qui fait que le partenariat fonctionne avec les JO et pour nous plus directement avec Paris 2024 puisque ça a lieu sur notre territoire, c'est le fait que justement les approches ne soient pas orthogonales et que Paris a gagné sa candidature notamment sur une dimension RSE, sur cette dimension héritage, legacy à laquelle on travaille ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut difficilement faire l'économie d'une réflexion sur ces sujets. Et même les sportifs que l'on sponsorise sur le long terme, on le voit bien, eux aussi, ils ont envie de porter des sujets sociétaux. Ils le font, que ce soit des sportifs olympiques, paralympiques. Et c'est aussi sur ces critères-là qu'on les accompagne. Ouais. C'est une évolution. Oui. Donc du coup, le sport, la culture, l'environnement, la santé, je me demandais, est-ce que ça ne fait pas beaucoup de domaines d'engagement pour une seule entreprise finalement? Est-ce que ça ne vient pas nuire un peu à la lisibilité de la politique RSE mise en place? Est-ce qu'il ne faut pas choisir ces combats finalement pour qu'ils soient identifiés? Si, mais je pense que c'est la beauté de la RSE, c'est justement que chacun connaît l'impact à la fois positif et négatif qu'il exerce sur l'environnement, sur la société, etc. Et chacun peut choisir ses combats en les dosant, en fait, si je peux dire. Donc oui, on doit être sur tous les fronts. Je ne pense pas que qu'on puisse faire l'économie d'une réflexion qui aille à la fois sur de l'inclusion, à l'usage du plastique. On doit préparer des réponses à tous ces sujets. En revanche, on peut chacun choisir son calendrier en fonction de l'impact qu'on a sur chacun des sujets. Donc, et puis après, on peut les marier, ce qu'on vient de décrire sur sport et inclusion. Ça. On peut aussi faire un effort pour que les combats convergent. Et c'est ce qu'on fait assez régulièrement en faisant se rencontrer aussi des associations qui œuvrent sur des terrains complètement différents et en les faisant participer à des projets communs. Et donc, comme on parle de convergence, est-ce que pour toi, la RSE est un combat qui se mène, on va dire, en faisant converger l'associatif, le public, le privé? Est-ce que finalement, chacun a sa place dans ce combat? Ah oui, c'est certain. Mais j'irai même plus loin. Je pense que là, ça fait bientôt 6 ans et demi que je m'occupe de RSE dans une entreprise privée. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que j'ai vraiment pu observer cette évolution d'une période où on se disait... Bon, si on veut que certains collaborateurs soient des ambassadeurs du bien-être dans leur équipe, etc., bon, il faut le rajouter sur leur fiche de poste, il faut qu'ils acceptent de le faire, on leur demande comme un service, comment on compense. Voilà. Et on est à des années-lumière de ça aujourd'hui, où ce que j'observe en tant que directrice de la RSE depuis un certain nombre d'années, c'est au contraire un appel des collaborateurs qui nous disent, pour continuer à bien faire mon métier, j'aimerais vraiment participer à ce groupe de travail sur tel ou tel sujet. Et ça peut être un sujet très personnel pour des personnes qui ont traversé une maladie longue en disant j'ai envie de travailler sur le sujet des aidants, je veux travailler sur la prise en charge ou alors sur le retour dans l'emploi après une maladie longue, ou alors je veux travailler sur la réduction de l'empreinte carbone parce que j'ai des bonnes pratiques en tête. Et mon sentiment, c'est que si on ne propose pas aux collaborateurs des leviers personnels pour contribuer aux efforts collectifs, on court le risque d'une forme de démotivation. Ouais, il y a une vraie envie, un vrai besoin de la part des collaborateurs. Dernière question avant de passer à la séquence suivante. Quelles sont selon toi les clés d'une politique RSE réussie? Est-ce que c'est la volonté? Est-ce que c'est les moyens financiers? Est-ce que c'est avoir des idées? Est-ce que c'est choisir les bons partenaires? Tu vas peut-être me répondre que c'est tout à la fois. C'est un peu tout à la fois. Ce qui est certain, c'est qu'il faut une forme de leadership, de volonté d'avancer, d'aller au-delà du réglementaire. C'est vrai qu'on l'a beaucoup martelé dans l'entreprise quand on a lancé l'équipe RSE en disant ce n'est pas juste l'affaire du juridique, ce n'est pas juste l'affaire des experts environnementaux, ce n'est pas juste l'affaire de la direction générale qui doit avoir ces éléments de langage. Non, c'est vraiment l'affaire de tous. Donc je pense qu'il faut un leadership et une force de conviction. Ensuite, je pense qu'il faut aussi une forme d'humilité, se dire, et ça rejoint l'idée de la priorisation, se dire qu'on ne peut pas être bon partout forcément, mais en revanche, on peut être honnête avec soi-même, commencer par se connaître soi-même, maîtriser son impact pour ensuite réfléchir à le réduire. Et le troisième élément, je pense que c'est un élément d'agilité, et ça rejoint la question de la gouvernance. Je pense que oui, on a besoin de cadres assez solides pour mesurer d'année en année les trajectoires.
d'amélioration. En revanche, je pense il y a une forme d'agilité qui est consubstantielle à la RSE, ne serait-ce que parce que c'est une discipline à forte valeur émotionnelle, qui fait qu'on ne sait jamais quel sujet, tout d'un coup, va prendre une ampleur très importante. Et il faut garder une forme d'agilité pour pouvoir, en effet, le traiter rapidement. Et là, on évoquait la sobriété énergétique. Typiquement, ça veut dire créer des comités ad hoc, quitte à les faire disparaître dans 3 mois, mais être capable de faire ça. Oui, il faut une vraie réactivité face à l'actualité. On l'a vu aussi avec le Covid ou la guerre en Ukraine, par exemple. Très bien. Alors, je te propose qu'on passe à la deuxième séquence de l'émission qui s'appelle du tac au tac. Il faut choisir entre 2 choses. Et il est interdit de répondre à les 2, évidemment, parce que sinon, c'est pas drôle. Et je précise qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, évidemment. Est-ce que tu es plutôt bain ou douche? Bain moussant à fond. Côte de bœuf ou tofu? Une alternance entre les 2. Plage ou piscine? Montagne. Avion ou train? Train, plus que jamais. Arrondi en caisse ou pourboire? Arrondi. Gourde ou bouteille d'eau? Gourde, bien sûr, j'ai une grande collection. Réunion en présentiel ou en distanciel? Distanciel, parce que c'est vraiment un monde d'opportunités pour travailler différemment. Livre ou liseuse? Livre d'occasion à fond. Journaux papier ou tablette? Tablette pour les avoir partout, tout le temps. Merci pour ces réponses spontanées, surtout le bain moussant, que je partage totalement. On va passer à la 3e séquence qui s'appelle « S'il n'y en avait qu'une, ce serait celle-là ». Quelle est la mesure concrète, l'outil ou le dispositif concret pris dans le cadre de la politique RSE du groupe et qui a vraiment changé la donne pour ton groupe? Quelle est la mesure que tu recommanderais à tes homologues, puisque on a beaucoup d'entreprises qui nous écoutent et qui pourraient s'en inspirer. Alors, c'est toujours difficile d'en choisir une seule. Si je devais en choisir une seule, je pense que je choisirais celle qui nous a permis de faire la transition entre une politique RSE top-down et une politique d'RSE complètement participative. Et pour nous, ça s'est joué très très concrètement à l'automne 2020, lorsqu'on a lancé ce grand projet d'intelligence collective qu'on a appelé Alliance for Good. Donc là, c'était à la fois un petit peu dirigiste, puisqu'on a présélectionné des participants dont on estimait que c'était des experts internes qui avaient dans leur quotidien, dans leur périmètre, une dimension RSE à développer. On les a sollicités très en amont en leur disant qu'on avait besoin de leur participation à des groupes de travail pendant 3 mois. Et là où c'est un peu dirigiste, c'est qu'on leur a demandé de consacrer un minimum d'une demi-journée par semaine à ces travaux. D'accord. Il y avait une obligation de résultat, laquelle on ne savait pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on les a mobilisés en leur disant que c'était eux les experts internes, qu'ils avaient intérêt à participer à ces groupes de travail, puisque c'est eux qui allaient fixer les ambitions à la fois raisonnables et en même temps suffisamment motivantes pour l'entreprise à échéance 5 ans. Et dans ces groupes de travail, on a intégré ce qu'on a appelé des regards naïfs, en tout cas des regards citoyens, des regards de salariés qui avaient simplement envie de partager leur motivation sur les sujets pour challenger ces experts internes. Et donc ça a duré 3 mois. On a eu 300 collaborateurs d'impliqués. Il y avait un peu moins de 40 thématiques qu'on avait présélectionnées. Des thématiques d'assez court terme sur lesquelles on se disait on a envie d'avancer très vite, comme le verdissement de nos flottes, et des thématiques beaucoup plus lointaines, dont celle que tu as évoquée tout à l'heure, qui est comment est-ce qu'on intègre en effet les sujets environnementaux dans la tarification auto. On n'a pas de réponse pour l'instant, mais on s'est dit qu'on avait envie d'en avoir d'ici 10 ans, ou même d'ici 5 ans. Et donc cette dimension collective, pour moi, ça a été un vrai basculement entre le moment où l'équipe RSE avait vraiment un rôle d'aiguillon, de conseiller, à tout à coup un rôle uniquement d'accompagnement pour toutes ces feuilles de route qui ont été appropriées par tous les experts internes jusqu'à des livrables très très concrets. Et donc on a aujourd'hui une gouvernance en place qui nous permet de suivre l'avancée de ces projets qui sont issus de ce grand exercice d'intelligence collective, et on le présente au COMEX tous les 6 mois. D'accord. Du coup c'est très, très concret en effet et très clair. Ça permettra à ceux qui nous écoutent de pouvoir éventuellement reproduire cette idée. L'émission touche à sa fin. Je vais te laisser la parole pour le mot de la fin. Surtout pour te remercier. Merci de permettre ces échanges de bonnes pratiques, parce que je pense qu'on gagne beaucoup de temps à s'inspirer à ce qui se fait bien dans d'autres entreprises que les nôtres. Et
Et je pense que les salariés des différentes entreprises aujourd'hui sont animés par un même désir, qu'on a intérêt à y répondre. Et ce que j'observe, en tout cas à l'échelle de mon secteur, c'est qu'il y a une grande générosité dans l'échange de bonnes pratiques. Alors on dit beaucoup que la RSE, c'est aussi devenu un élément concurrentiel, qu'il y a une course à l'échalote, etc., ce qui est absolument vrai. Mais c'est quand même un sujet où on peut se retrouver autour d'une forme d'intérêt général, autour d'une forme d'utilité sociale, et où on se partage sans problème nos feuilles de route, y compris nos gouvernances. Et ça, c'est quand même un sacré atout, donc merci d'y contribuer. C'est un plaisir. Et du coup, qui me conseillerais-tu d'inviter pour un prochain podcast ? Est-ce que tu as des homologues avec qui tu travailles régulièrement ? Alors, j'ai des homologues et j'aimerais peut-être proposer Karine de Boissaison, je ne sais pas si tu la connais, qui est Chief Impact Officer d'EDF, parce que je pense qu'on a des choses à dire sur la sobriété énergétique sur EDF en ce moment, et que c'est quelqu'un qui le porte avec beaucoup de curiosité et d'enthousiasme, et que vous gagneriez à vous rencontrer. C'est noté. Écoute, un grand merci Marie-Doa pour tes conseils, ta vision, ton partage d'expérience. Et la semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir une autre personnalité engagée, Boris de Richebourg, le PDG de Richebourg Multiservices. Merci encore Marie-Doa. Merci à toi Claire. Bonne journée à tous.